avec Madame Sylvie Ferrer, donc députée La France Insoumise, NUPES, C'est ça, ouais. des Hautes-Pyrénées, la première circonscription des Hautes-Pyrénées, donc c'est vraiment pas loin du 64 et du 40 et du 32, ça touche. Ouais. Deux régions voisines, avec à peu près les mêmes problématiques, je suppose. Ouais, ce sont des départements. Alors, vous êtes venu. Est-ce que vous étiez déjà venu dans les Landes? Alors dans les Landes, oui, j'y viens assez régulièrement parce qu'en fait, quand je peux, j'y passe des vacances. Voilà, donc j'aime bien venir dans les Landes. Donc, côté côte, sur la côte landaise, côté plage. Voilà. Plutôt que côté forêt ou côté Chalosse. Oui, alors je suis venue récemment là parce que j'ai fait partie d'une mission forêt. C'est-à-dire il s'agissait de réfléchir en fait à la politique forestière à la suite des incendies et notamment pour réfléchir à l'adaptation de la forêt. Ah oui, peut-être réintroduire un peu de variété dans les espèces, la météo des forêts, etc. Exactement, plus de prévention. Voilà, plus de prévention et puis aussi voir les besoins aussi du SNIS, du SDIS, ce qui n'a pas fonctionné au niveau des pompiers, leurs difficultés. Et ça a permis d'analyser aussi tout ça, mais notamment il a été aussi question des coupes rases aussi en forêt. Des coupes-feux, des monocultures aussi de forêt qui favorisent aussi des incendies et notamment de sapins comme on peut le voir, comme on a pu le voir dans les Landes, quoi. Des monocultures qui favorisent des désastres comme on a pu le voir. Donc ce soir, vous étiez invité à participer aux échanges sur les ateliers de cette réunion publique. Qu'est-ce que vous tirez comme ça, a priori, des échanges de ce soir avec les Landais, des militants et puis des personnes un peu curieuses ou sympathisantes, quoi. Alors il y avait 3 ateliers, un atelier transport, un atelier eau, un atelier éducation. Alors j'ai choisi, on n'a pas le droit de cumuler. j'ai pas fait les 3, donc j'ai choisi l'atelier transport, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle sur mon département, puisqu'on a une voie ferrée qui est à l'abandon depuis les années 80. Donc il est question, comme on a 2 fleurons quand même industriels autour du ferroviaire, de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire de cette voie ferrée, vu qu'il y a du transport de marchandises à faire avec une entreprise à Bagnères de Bigorre qui s'appelle CAF et qui fabrique des tramways, qui rénove le TER. Et donc ça serait quand même une bonne idée de transporter, de mettre directement depuis l'entreprise des trains sur les rails pour rejoindre Tarbes et ensuite mais dans les Landes, Paris. Dans les Landes, on est plus en train de transformer les voies désaffectées en voies vertes pour vélo. Donc, on ne remet pas de train dessus. On a résisté sur le département pour garder cette voie ferrée, mais aujourd'hui il faut la réhabiliter. Et dans les Landes, on enlève les rails. Faire en sorte de transporter, au lieu de transporter des morceaux de wagons par camion, les mettre directement sur une voie ferrée, ce qui paraît quand même du bon sens, quoi. Voilà. Donc il faut travailler à mettre aussi les acteurs financiers autour de la table, la région, l'État, l'entreprise qui s'est engagée à participer notamment à l'entretien de la voie. Donc voilà, il faut arriver à faire démarrer ce projet le plus rapidement possible parce que on a besoin aussi d'avoir cette image aussi sur notre département du ferroviaire qui est prolifique, quoi. Voilà. Moi j'ai envie d'avoir deux entreprises qui fonctionnent bien, j'ai envie aussi d'avoir des habitants qui sont fiers d'avoir une ligne ferroviaire qui fonctionne, notamment pour le fret, mais ça serait aussi très bien pour le transport de voyageurs, ça serait l'idéal. Mais bon, voilà, déjà si on démarre par du fret et qu'on arrive à pérenniser, à faire en sorte de pouvoir inaugurer ce transport de marchandises, ça serait vraiment bien, quoi. Donc vous êtes élu, jeune élu, en tout cas parce que c'est votre premier mandat et c'est du coup votre première année de mandat à l'Assemblée nationale.
Alors, comment s'est passée cette première année? Est-ce que vous avez déjà des enseignements ou appris des choses sur le fonctionnement comme ça à l'Assemblée nationale? Ou qu'est-ce qu'on a comme expérience au bout d'un an? Alors moi j'ai été élue, donc oui, ça fait un an. J'ai rejoint les collègues, les 75 autres députés qui ont été élus, et avec quand même 17 députés qui avaient fait une première mandature, qui nous ont soutenus, qui étaient là pour nous accueillir. Donc le premier jour, alors c'est allé très vite parce que j'ai été élue le 19 et le 20 au soir je prenais le train pour regagner l'Assemblée nationale. Je pensais que j'aurais pu peut-être me reposer une semaine, mais c'était pas possible. Il fallait chercher la petite mallette. Ah oui, là il a fallu c'est la rentrée des classes. Le soir, j'ai failli d'ailleurs même rater mon train parce que j'avais pas ma valise de prête. En fait, c'était un peu perturbant. Et arrivé là-bas, on s'est tous retrouvés devant l'Assemblée. La porte est ouverte, on est rentré en groupe, et puis a commencé en fait le parcours du nouveau ou de la nouvelle députée, avec l'inscription, les transports, les photos, le petit sac, enfin voilà. Et puis on apprend sur le tas. Voilà, tout simplement, et ça démarre très vite, les textes de loi arrivent à l'hémicycle très rapidement. Les projets de loi, c'est le gouvernement. Alors, les propositions de loi, c'est plus difficile. Hein. Alors, on voit avec ce qui se passe avec le groupe Liot qui veut proposer une loi pour abroger. Non, c'est pas constitutionnel, etc. Donc il y a des batailles, il y a eu quand même pas mal de batailles. Quoi. Quand l'exécutif présente une loi, on appelle ça un projet de loi. Quand ce sont les députés, ce sont des propositions de loi. Oui, voilà, mais parfois... l'État a le droit de faire des déficits, mais pas les députés. C'est ça, mais ce sont des députés qui portent les lois, mais ce sont quand même des lois qui viennent de l'exécutif. Ils se servent en fait d'un député pour porter leur propre projet. Voilà, ça arrive aussi assez régulièrement. Mais bon, voilà, donc en effet, donc tout ce qui a été les premiers textes qui ont été portés, c'était l'exécutif, la loi autour du pouvoir d'achat, comme ils l'ont nommé. C'était un gros texte qui a été étudié pendant de longues semaines, sur lequel on a apporté des amendements, notamment je vois sur les affiches blocage des prix, donc on a apporté des amendements autour du blocage des prix, autour du gel des loyers, et tout ça a été refusé et balayé. Voilà, pour notamment augmenter les loyers, puisqu'ils ont augmenté le plafond à 3,5% au-delà de l'inflation. En dessous de l'inflation. Voilà. Non, il n'y a pas eu de bouclier, ni des denrées alimentaires, ni des carburants, ni des loyers. Ils n'ont pas accepté de faire en sorte que le pouvoir d'achat, justement, véritablement puisse être préservé. Quoi. Pas d'augmentation des salaires, parce que c'est ce qu'on demandait, une augmentation du SMIC à 1 500 € net. Tout ça a été refusé, et c'était au bon vouloir des entreprises, mais qui, on le sait, pour certaines, sont soit refusées totalement. Moi, j'ai le cas sur ma circonscription, une entreprise où les salariés ont bataillé durement pendant plus d'un mois pour une augmentation de salaire, même pas à la hauteur de l'inflation, et leur patron a balayé en fait leur demande d'un revers de main avec pas mal de mépris. Ça a été très très dur, ça a été une période très dure pour eux. Et voilà, donc alors qu'on sait très bien que les... en dehors des projets du gouvernement, il n'y a que les niches, c'est très difficile. Et comment vous voyez, vous, la proposition de loi du groupe Liot, comment elle est l'atmosphère à quelques jours du vote? On sait que Éric Coquerel a validé le truc, mais que la présidente aimerait bien retoquer cette proposition, qu'elle ne soit même pas débattue. Ça va être débattu, vous pensez? Alors la niche Liot, elle a lieu le 8 juin. Donc le premier texte qui va arriver dans l'hémicycle, c'est le texte pour abroger en fait la réforme des retraites. Le problème, c'est que ce texte, avant d'arriver dans l'hémicycle, il passe en commission. Et en commission, elle a eu lieu le 6 juin. Et là, l'objectif de la Macronie, c'était de détricoter
l'essence même de ce texte, c'est-à-dire l'article 1er. On a compris qu'il y aura un avis défavorable du gouvernement et de la commission, mais il sera quand même débattu dans l'hémicycle. Alors l'article 1er qui en fait abrogeait le report de l'âge d'égal de départ à la retraite à 64 ans. Voilà. Il était question d'abroger en commission il est tricote. Et donc là en fait ils ont réussi à faire en sorte Ils veulent vraiment pas du vote. Vous avez l'impression qu'ils veulent vraiment pas d'un vote sur cette réforme. De retrait de cet article. Et non, bien sûr que c'était leur objectif, parce que l'article 40 ne pouvait pas s'appliquer sur le texte de loi directement. Par contre, quand ce texte vidé de l'article essentiel va revenir dans l'hémicycle, ce qu'on va faire, c'est de remettre par un amendement cet article. Mais là, par contre, la présidente pourra actionner l'article 40 pour dire non, c'est pas financé, donc on ne peut absolument pas, un député ne peut pas présenter un amendement avec l'article 1 à remettre dans le texte de loi, et donc ça sera retoqué. Alors c'est des magouilles, c'est des magouilles, parce que la présidente de la commission a quand même refusé tous les sous-amendements qui ont été présentés par les députés, ce qui est inédit en fait. Et qui a soulevé une indignation parmi tous les députés, même les députés du groupe Lyot avec Charles de Courson, qui est pourtant pas un rebelle bolchevique, on dira, et qui a trouvé que ce fonctionnement antidémocratique déshonorait en fait la commission. Il était dépité même pendant les débats. Voilà. Pendant les débats, il était dépité de la manière dont le gouvernement amenait très très mal ce projet. Enfin, c'était la présidente n'a pas non plus respecté le fait qu'on aurait dû avoir une salle déjà plus grande, parce qu'on était de nombreux députés. Il y en avait qui étaient debout. On a pris la parole debout, alors qu'au niveau sécurité, c'était normalement pas autorisé. Donc elle a balayé aussi d'un revers de main tout ça. Les prises de parole, c'était très compliqué, de façon très autoritaire, elle coupait systématiquement la parole. Donc en fait, vraiment, ils sont un peu gênés, vous les sentez vous aussi gênés quand même un peu. En fait, la motion de censure qui avait été votée à quelques voix près, c'était à 9 voix. Vous pensez qu'ils ont senti et ils ont senti, bien sûr, ils ont senti que c'est pour ça qu'ils ont actionné le 49.3, parce qu'ils savaient très bien que si ça allait au vote, ils pouvaient en fait échouer là-dessus. Et donc ça remettait bien sûr la légitimité du gouvernement en question. Et on aurait eu une dissolution, forcément. On n'aurait pas pu en être autrement. Et là, ils étaient au niveau des élections, il y avait de nouveau des élections. Ça serait très compliqué pour la majorité de gagner des députés après l'épisode des retraites. Après l'épisode des retraites, on a bien vu que en fait, c'était le Sénat, les LR qui étaient les plus partisans de cette réforme, et que la Macronie, elle est maintenant presque les deux pieds à droite, avec dans les le LR. groupe LR, ils sont 60 au niveau des députés. Non, mais au Sénat, ils sont majoritaires. Au Sénat, ils sont majoritaires. Mais à l'Assemblée, en fait, leur avis, ils étaient très partagés. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que les députés sont élus sur leur circonscription. Et donc, ils sont au plus près des habitants. Et certains se sont dit, si on joue ce jeu-là, vu la pression qu'il y avait. Ils savent que leurs propres électeurs sont contre. Voilà, ils savent, 80% de la population se positionnait contre. Les syndicats, l'intersyndical a été uni tout au long des mobilisations. Il va falloir attendre les prochaines élections. Au Parlement, il y avait plutôt une majorité contre. Voilà, ce qui fait qu'ils savent très bien que sur leur circonscription, le risque c'est de ne pas être réélus. Donc, soit ils ne sont pas là, soit ils ne viennent pas pour voter, c'est ce qui s'est passé. Abstention active. Voilà, soit ils s'abstiennent, soit ils votent pour vraiment s'ils sont convaincus qu'on ne peut pas faire autrement, soit certains ont voté contre, notamment par rapport à la méthode qui a été utilisée. Voilà, la méthode du 49.3, c'est pas ce que voulaient certains députés, même de la majorité. Ils auraient préféré qu'on aille au vote. Et nous aussi, on aurait préféré aller au vote. Et normalement, c'est ça. C'est-à-dire, même l'article 24 de notre Constitution, en fait, dit qu'on est là pour voter.
Et donc voilà, d'où l'indignation de pas mal de parlementaires, quoi. Donc vous êtes plutôt pessimiste dans votre groupe sur le débat du 8 juin, quoi. On est surtout indigné par ce qui se passe, hein. Voilà. Et de voir que en fait on peut arriver à passer outre notre constitution, faire en sorte qu'à partir du moment où on peut plus... vous dire 44.9, 44.1, 49.3 c'est constitutionnel. Amendement sur une loi. Si une loi elle est retoquée sous prétexte d'article 40 systématiquement, ça veut dire que le Parlement il n'a plus aucun rôle et on se dirige vers un régime purement autoritaire avec un président omniprésent. Comme d'autres pays à l'Est. Et voilà. Donc ça c'est très inquiétant, dans la mesure où on a un risque aussi de voir en fait les électeurs et les électrices se détourner d'un système dans lequel ils voient qu'ils n'ont plus la main. Parce que nous sommes les représentants du peuple. Si le peuple qui normalement est souverain, si on ne peut plus voter, si on nous refuse même les amendements sur des textes, alors on tombe dans un régime dangereux, autoritaire, et c'est très préjudiciable dans le cas où on aurait notamment l'extrême droite qui arriverait au pouvoir, quoi. Voilà. Et ça fait jurisprudence, on ira pour ce type de pouvoir, quoi. Donc c'est très inquiétant et on va se battre pour actionner tous les outils qu'on va pouvoir actionner le 8 juin et faire en sorte de pouvoir voter ce texte pour abroger cette réforme des retraites. Je pense qu'on va organiser toute la résistance possible. Voilà. Merci.